Allez, on va débuter. Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook du magazine Trimag pour ce nouvel opus de As the Coach, saison 1, épisode 2. Et ce soir, on va parler entraînement au féminin. Au menu, une première partie où on va faire des petits retours sur le fonctionnement de la triathlète en mouvement. Alors bien sûr, mesdames, vous en connaissez déjà un petit rayon, mais je pense que je pourrais peut-être vous donner 2-3 billes, 2-3 choses que vous ne connaissez pas. Puis alors s'il y a des hommes, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Deuxième partie, totalement libre. Vous pourrez utiliser le chat et me poser vos questions et je tenterai d'y répondre. Alors ça peut vous surprendre probablement que ce soit un homme qui vous parle d'entraînement au féminin et physiologie féminine, mais il se trouve que j'ai la chance et le plaisir d'avoir une grande majorité de femmes parmi les athlètes que j'entraîne. Et la toute première que j'ai eu à entraîner, c'est ma femme. Je vous rassure, c'est pas à l'école, c'est pas en passant mes diplômes d'entraîneur que j'ai appris à entraîner les femmes, que j'ai découvert la physiologie féminine. C'est en commençant à entraîner ma femme, il a fallu que je me forme, que j'aille discuter avec d'autres athlètes femmes, avec d'autres entraîneurs de femmes, avec des médecins, avec des gynécologues, pour comprendre un petit peu plus le fonctionnement de la femme, et notamment de la femme à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe et rapidement, notamment en entraînant ma femme, il a fallu se poser la question, est-ce que je peux faire un copier-coller des séances d'entraînement que je propose à des hommes pour les proposer à des femmes? Et vous doutez bien que ce serait trop simple si on pouvait faire un simple CTRL-C, CTRL-V et proposer le même processus d'entraînement à une femme qu'à un homme. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, pourquoi? Tout simplement, notre corps, homme comme femme, est régi par notre cerveau, mais notre cerveau communique grâce à des substances qui sont des hormones. Les hormones. Chez la femme, bien sûr, c'est un petit peu plus simple de comprendre le fonctionnement parce que tous les 28 jours, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, ce sont les règles. Alors, ce cycle hormonal, il existe aussi pour les hommes, hein, ça je vous rassure. Le problème, c'est que chez nous, nous n'avons aucun moyen de distinguer à quel moment on est dans notre cycle hormonal. Et d'ailleurs, je ne saurais même pas vous dire si le cycle hormonal de l'homme, il est de 10 jours, 5 jours, 50 jours. Je n'en sais rien du tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les cycles menstruels permettent d'avoir une idée un petit peu du fonctionnement hormonal et du fonctionnement, non pas uniquement de l'appareil reproducteur féminin, mais du corps de manière générale, de la triathlète, ou du moins de la sportive, de la femme en mouvement. Ce cycle menstruel, bien sûr, 4 semaines. 4 semaines avec 4 phases différentes. De J1 à J14, nous avons la phase folliculaire avec une forte production d'œstrogène et tout simplement c'est le moment où l'appareil reproducteur féminin voit se développer ce qu'on appelle l'endomètre, une sorte de petit matelas qui va permettre l'accueil de l'œuf fécondé. L'œuf fécondé, pourquoi? Parce qu'au 14e jour, c'est une journée un peu importante, c'est l'ovulation. On en parlera un petit peu parce que notamment du point de vue entraînement, c'est un point de bascule important et c'est une journée même d'entraînement un petit peu particulière. Deuxième phase, la phase lutéale, avec une production de progestérone importante. Et là aussi, vous allez voir que je vous parle d'œstrogène et de progestérone. Ne nous arrêtons pas uniquement au fait que ce sont des hormones féminines. Elles impactent vraiment le fonctionnement de la femme à l'effort. Et bien sûr, à partir du 28e jour, c'est la période de règles, avec notamment 24 heures, 48 heures qui précèdent, qui peuvent être un petit peu gênantes. Une période où la femme ressent ce qu'on appelle les troubles prémenstruels, avec une petite irritabilité, mais tout simplement, c'est même pas dû forcément aux hormones. Hein. Alors, il y a le côté hormonal, mais tout simplement, lorsqu'on est un petit peu inconfortable, un peu dans l'inconfort, on n'a pas forcément envie d'être asticoté. Lorsqu'on a un petit peu mal au crâne, lorsque on a un petit peu mal au ventre, on a aussi, il faut y penser, à cette période-là, on fait un petit peu de rétention d'eau. Enfin, la femme, je dis on, mais la femme fait un petit peu de rétention d'eau, et ce qui peut générer des hypersensibilités, notamment au niveau de la poitrine. Mais ces troubles prémenstruels, souvent, on les rajoute en plus. On explique aux femmes que, bon d'accord, vous allez avoir vos règles, mesdames, mesdemoiselles, mais juste avant, il y a encore un truc un petit peu pénible. Mais en fin de compte, ça fait partie, à mon sens, moi je le rattache complètement aux règles.
Et sachez que l'activité physique, alors que ce soit du sport santé, loisir, comme de l'entraînement pur et dur, l'activité physique permet quand même de limiter l'impact de ces troubles prémenstruels. Mais par contre, il faut quand même le garder en tête. Ce sont des jours où on n'est pas forcément très enclin à s'entraîner de manière violente. Il faut savoir qu'une femme sur deux pratiquant une activité physique voit quand même des petites modifications dans le fonctionnement du cycle menstruel. Et ça, c'est important à garder en tête. Ça peut être très simplement des cycles menstruels plus courts, par exemple inférieurs à 25 jours, voire des cycles plus longs, supérieurs à 35 jours. Et puis, il peut arriver, chose qui est assez courante malgré tout, hein, sur l'ensemble des jeunes femmes que j'entraîne, c'est quelque chose d'assez courant, malgré tout, c'est l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. On parle d'aménorrhée médicalement lorsque, au-delà de 3 mois, au-delà de 3 cycles menstruels, eh bien, il y a eu une absence de règles. Alors c'est vrai que sur le coup, on pourrait se dire, vu l'embêtement que cela semble vous causer, mesdames, bah oui, je suis qu'un homme, hein, moi je n'ai jamais expérimenté la chose, mais c'est vrai que sur le coup, on pourrait se dire, cool, j'ai plus de règles, c'est facile, trop bien. Attention, attention, l'absence de règles ou ce détraquement des cycles menstruels peut avoir un impact à relativement long terme. Selon l'âge que vous avez, mesdames, peut-être qu'un jour, vous aurez envie de devenir maman, et cette absence de règles peut perdurer très très longtemps, plusieurs années. Je ne vais pas étaler ma vie privée, mais typiquement, moi j'ai eu une petite fille il y a maintenant 7 mois, et ben écoutez, c'est très simple, il nous a fallu 3 ans, 3 ans avec un traitement, ma femme a subi un traitement, pour qu'elle puisse tomber enceinte. Parce que ça a été plus de 10 ans avec des cycles menstruels troublés par un entraînement, avec une première partie de sa carrière sportive où c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte par l'entraîneur de l'époque. Et c'est seulement dans la seconde partie de sa carrière, lorsqu'elle est vraiment devenue triathlète à part entière, qu'on a commencé à s'intéresser à ça. Mais en fin de compte, on s'en est intéressé parce que tout simplement nous avions une vie commune et que c'était un sujet de discussion à la vie de tous les jours. C'est vrai que lorsqu'on a un entraîneur extérieur, alors si c'est une femme, peut-être que c'est un petit peu plus facile de parler de ce genre de choses. Lorsqu'on est avec un homme, c'est une relation de confiance. Moi, je ne vous cacherai pas que régulièrement, je reçois un petit texto ou un petit appel pour me dire, écoute Fred, je ne serai pas à l'entraînement aujourd'hui, j'ai mes règles. Et c'est tout simplement une relation de confiance qui s'est établie entre des jeunes filles, alors qui sont relativement jeunes, hein, qui ont entre 16 et 20 ans, et moi, l'entraîneur. C'est passé aussi par le petit biais de la maman, d'accord, se voir à 3, montrer à la jeune fille que je sais un peu ce qui se passe dans leur corps, je comprends aussi ce que ça peut être, même si moi je ne le vis pas, et que moi, en tout cas, ça ne me pose aucun souci de me dire, écoute, là j'ai mes règles, je ne viens pas m'entraîner. Moi, ça ne me pose aucun souci. Pourquoi? Parce que c'est, à mon sens, respecter son corps. Et ce que je vous conseille, 4 conseils très simples vis-à-vis de votre cycle menstruel et des troubles que l'entraînement pourrait générer sur le cycle menstruel. Un, déjà, c'est respecter vos cycles, notamment lorsque vous prenez une contraception orale. Alors, je suis qu'entraîneur, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue. Il va de soi que, on imagine, vous préparez l'Ironman France et il se trouve que le jour de l'Ironman à Nice, normalement, c'est votre premier jour de règle. Si vous prenez une contraception orale, ça peut valoir le coup de prendre sa contraception jusqu'au jour de Nice pour déclencher les règles le lendemain ou le surlendemain. Ce serait dommage de se retrouver avec un déclenchement de règles le jour où on va faire un Ironman ou le jour où on a sa compétition très importante de la saison. Mais ça doit être vraiment exceptionnel dans la saison. Donc on respecte son cycle menstruel, on prend un repos régulièrement, et c'est là que je vous expliquais, vous voyez, moi, les jeunes filles que j'entraîne, qui m'envoient un texto, qui me disent, écoute Fred, là j'ai mes règles, je ne viendrai pas à l'entraînement, ça nous permet d'intégrer très régulièrement, tous les 28 jours, une période de récupération qui va de 48 à 96 heures, où moi les jeunes filles, je les laisse tranquilles. Comme ça, elles n'ont qu'à s'occuper d'elles. En plus, ça permet, alors notamment parce qu'on est triathlète,
eh ben, écoutez, par exemple, d'aller faire un petit tour chez le kiné ou chez l'ostéo, de peut-être amener le vélo chez le bouclard pour un petit réglage parce que les dérailleurs sautent un peu. Il faut se rendre compte que c'est une période de récupération importante. Nous, les hommes, on n'a pas ce souci-là. Et moi, je me rends compte que lorsque je fais des plans pour des hommes, des athlètes hommes, c'est beaucoup plus difficile d'imposer régulièrement cette semaine ou cette période où on va souffler un peu, on va relâcher un petit peu l'entraînement. D'accord. On a fait toute une période de surcharge, on n'a fait que mettre des séances d'entraînement, que mettre des séances d'entraînement. Le corps se fatigue. Donc il va falloir un moment lui laisser le temps de récupérer. Et ça peut être fait de manière passive ou alors de manière très légère avec des séances très cool. Et typiquement, moi sur le terrain, les jeunes filles, si elles ne veulent pas venir, elles ne viennent pas. Donc c'est relativement simple. Elles ont juste à m'appeler, ou m'envoyer un petit texto, ou des fois c'est la maman qui m'envoie un petit texto, qui me prévient. Et ça permet justement à ces jeunes filles d'avoir ce moment de récupération et de ne penser qu'à elles. Deux autres conseils, et là, c'est dans mon rôle d'entraîneur, on monitore son entraînement. On regarde un peu ce qu'on fait à l'entraînement, on fait attention à ne pas tout le temps charger la mule, à vouloir toujours en faire trop. Soit vous prenez un petit calepin, vous notez ce que vous faites, le volume, est-ce que c'était de l'intensité, est-ce que c'était de l'endurance. Soit vous utilisez alors des plateformes, moi professionnellement j'utilise Training Peaks, mais que vous pouvez utiliser en tant qu'athlète pour mettre vos séances d'entraînement. Alors bien sûr il peut y avoir Strava, Nolio, il y a plein d'autres plateformes. Vous pouvez aussi vous rapprocher tout simplement d'un entraîneur comme moi pour qu'on regarde un peu comment est organisé votre entraînement. Et ça permet justement, vous allez voir dans la seconde partie qu'on va aborder là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines périodes de votre cycle menstruel sur lesquelles certaines séances marchent très bien et d'autres ne marchent pas du tout. Et dans une seconde partie du cycle menstruel, là aussi il y a des séances qui marchent très bien et d'autres qui ne marchent pas du tout. Donc ça vous permet d'organiser un petit peu mieux votre entraînement. Et dernière chose, on fait attention à son alimentation. C'est vraiment quelque chose qui me semble primordial. Dans les sports d'endurance, on a tendance à vouloir, par exemple, optimiser le rapport poids-puissance. Alors, notamment si on fait un triathlon avec des cols à franchir. Alors ça peut être Nice, parce que c'est la première course qui me venait à l'esprit. Mais parmi les épreuves sur lesquelles on passe des dénivelés importants, l'Ambraman. Alors déjà les hommes, nous, on cherche à être un petit peu plus fit pour avoir un petit peu moins de poids à porter. Mais il se trouve que vous, mesdames, naturellement, vous avez ce poids, alors qu'il ne faut pas prendre pour un poids inutile, mais vous stockez un petit peu plus facilement les lipides. Vous avez de la poitrine, vous avez des cuisses, vous avez des fesses. C'est normal, c'est normal. Avoir une athlète avec un taux de masse grasse inférieur à 8% n'est pas, à mon sens, quelque chose d'intéressant sur du long terme et pas intéressant autant pour la performance que pour la santé de la sportive. De la même manière, un homme avec un taux de masse grasse inférieur à 5%, pas bon non plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos hormones, ont comme précurseur la graisse. Les lipides sont là pour nous permettre de créer des hormones. Alors ces hormones, je vous ai parlé tout à l'heure de la progestérone et de l'œstrogène, mais il y en a une qu'on connaît très bien, c'est l'adrénaline. Et on peut imaginer que je me restreins du point de vue alimentaire, je fais baisser mon taux de masse grasse, eh bien je vais avoir des soucis pour produire ces hormones. Ces hormones, ce sont après des substances déclencheuses de différentes choses dans notre organisme. Et si on pense à l'adrénaline va accélérer notre respiration, va accélérer notre flux sanguin, notre fréquence cardiaque. Si je suis trop sec, potentiellement moins de lipides, donc moins de production d'adrénaline. Alors je schématise, bien sûr, je ne vous fais pas un cours de physiologie, sinon on perdrait beaucoup de monde. Mais on a peu d'adrénaline. Donc au lieu de m'échauffer en 10 minutes, alors j'entends par échauffement, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle l'accroche cardiaque et être essoufflé juste comme il faut pour l'effort que j'ai à produire. Ce ne sera peut-être pas 10 minutes, ce sera peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de produire de l'adrénaline de manière un peu laborieuse et accélérer notre respiration et notre fréquence cardiaque. Il faut savoir que pour l'œstrogène et la progestérone, elles ont un impact notamment sur la manière dont on va utiliser les nutriments de notre alimentation. Pendant la première phase, la phase folliculaire, on produit donc des œstrogènes. Et les œstrogènes vont
permettre derrière la sécrétion d'une substance qu'on appelle la GLUT4. La GLUT4, elle intervient dans tout le métabolisme des glucides. Tout le métabolisme des glucides, avec cette facilité de libérer les sucres pour qu'ils soient utilisés par nos muscles. Ce cas, on le retrouve très fréquemment lorsqu'on commence à passer sur la filière anaérobie lactique. Et dès qu'on sort un peu donc, du domaine de l'endurance, tout de suite on va venir brûler du sucre. Mais aussi, cette GLUT4 permet aussi de mettre en stockage les sucres sous forme de glycogène. Donc en fin de compte, vous pouvez prendre vraiment soin de votre alimentation, mais peut-être un petit peu trop soin. Et à l'approche d'une course, vouloir faire ce qu'on appelle une surcharge glucidique. Vous savez, par exemple, typiquement, ce petit effort à jeun qu'on fait quelques jours avant une compétition, puis après, pour vraiment vider les réserves de glycogène, puis derrière, donc une alimentation très riche en glucides lents, voire même par exemple la prise de maltodextrine. Mais sans GLUT4, vous ne mettrez pas en stockage ce glycogène ou très difficilement. Donc c'est bien, vous allez peut-être chercher à vous alléger pour vite franchir le col de l'Izoard ou le col de l'Aicre à Nice, mais malheureusement, dans toute votre préparation alimentaire, à vouloir perdre du poids, eh bien, moins de graisse, donc moins d'hormones, donc plus de difficultés, là en l'occurrence de produire de la GLUT4, qui permet par exemple de stocker ces sucres sous forme de glycogène. Et ça, c'est particulièrement important. Dans la deuxième phase, après l'ovulation, phase lutéale, production de progestérone. Et la progestérone permet, alors au-delà de son aspect sur l'appareil reproducteur féminin, permet aussi de libérer les lipides. Libérer les lipides à l'effort. Que demande le peuple? Lorsqu'on fait un sport d'endurance, la priorité, homme comme femme, est d'épargner les glucides, d'accord, le glycogène qu'on garde dans notre foie ou dans nos muscles, si jamais on devait accélérer ou fournir un effort un petit peu plus intense, et privilégier les lipides. Peu de graisse, donc déjà peu de lipides à mettre à disposition des muscles pour fournir de l'effort, mais en plus donc peu d'hormones et potentiellement peu de progestérone, peu de capacité à libérer ces lipides pour un effort long. Donc vous voyez, là aussi, il faut faire attention, respecter votre cycle menstruel et respecter donc ces deux phases avant l'ovulation, après l'ovulation. Tout à l'heure, je vous ai dit que le 14e jour, le jour de l'ovulation, était quand même à garder dans un coin de sa tête. Pourquoi? Deux choses. On s'est rendu compte par différentes études que, 1. La température corporelle augmentait. D'accord? Donc ça, mesdames, prenez-y garde, notamment l'été, lorsque vous souhaitez faire une séance un petit peu dure sous le cagnard, votre organisme est déjà un petit peu plus haut en température. Alors bien sûr, vous n'êtes pas à 40 degrés, vous n'êtes pas dans une sensation de fièvre, mais on fait attention. Si déjà on est un demi-degré en température corporelle plus haut et on rajoute l'effort plus la chaleur environnante, c'est un coup à faire un coup de chaud. Peut-être que le jour de l'ovulation, de votre ovulation, ça vaut peut-être le coup là aussi de prendre un jour off et de se protéger, notamment l'été, d'un coup de chaud qui derrière vous obligerait à peut-être lever le pied pendant plusieurs jours pour vous remettre. Deuxième chose, on s'est rendu compte qu'au moment de l'ovulation, là aussi, parce qu'il y a un petit peu moins d'œstrogène, il y a plein de variations hormonales, eh bien, vos articulations étaient plus laxes. Donc, s'il y a un conseil que je peux vous donner, le jour de votre ovulation, vous évitez d'aller faire des cascades sur des sentiers un petit peu chaotiques, n'allez pas vous tordre les chevilles. Là aussi, ça vaudrait vraiment pas le coup. Vous savez, on s'est rendu compte de ça, notamment dans les études qui ont été faites avec les joueuses de foot, les skieuses, qui avaient tendance à se faire mal au genou, à se faire des ruptures des ligaments croisés ou des entorses graves du genou le jour de l'ovulation. Donc, garde en tête, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est réel. N'allez pas vous faire une cheville, voire pire, le jour de l'ovulation. D'accord? Le coup de chaud, la laxité des articulations, deux sources de problèmes médicaux qui seraient dommages. Mais par contre, on va revenir sur la phase folliculaire, la phase lutéale. Comme je vous l'ai expliqué, on peut incorporer certaines séances dans la première phase du cycle menstruel et certaines séances dans l'autre phase, dans la seconde phase du cycle menstruel, pour que l'apport de ces séances soit optimal. Pour qu'il soit optimal, c'est très simple, il va falloir garder en tête que les œstrogènes permettent l'utilisation des glucides et les séances
qui vont utiliser en priorité les glucides, ce sont les séances intenses, les séances fractionnées. Et la progestérone permet la libération de l'utilisation des lipides. Donc en fin de compte, après l'ovulation, on pourra peut-être privilégier un petit peu plus les efforts en endurance. Et c'est là que c'est particulièrement intéressant, moi en tout cas dans mon rôle d'entraîneur, pour structurer votre entraînement et de connaître un petit peu plus à quel moment apparaissent les règles, à quel moment on a ce point de bascule qui est l'ovulation, parce que ainsi, on peut construire la planification sur quasiment un mois avec une période de charge bien ciblée, phase folliculaire, on va pouvoir intégrer tous les intervalles de training. Si vous faites de la musculation, les séances de musculation, elles auront un impact bien plus important. Pourquoi? Parce que l'œstrogène est facilitante, c'est une hormone facilitante de ce type d'effort. On se rendra compte que le gain de force, ce qui ne veut pas dire que vous allez avoir des muscles qui vont grossir, hein, mesdames, hein, d'accord? Vous allez être plus forte, c'est-à-dire que vous allez contracter plus de fibres musculaires. Eh bien, le gain de force, il est marqué dans cette période-là. Lorsque vous allez faire des séances d'intervalle training, donc vous allez être avec l'utilisation préférentielle de la filière anaérobie lactique qui carbure aux glucides, les œstrogènes vont faciliter la libération de ces sucres, donc ça va très très bien marcher. Par contre, après l'ovulation, j'ai dit la progestérone permet la libération en priorité des lipides, des graisses. Et là, particulièrement donc intéressant pour les efforts de longue durée. Alors là, on sait qu'on va pouvoir avancer, bien sûr, à une allure d'endurance, donc en dessous du seuil ventilatoire 1, d'accord, en dessous de SV1, en dessous de FTP, si certaines d'entre vous utilisent un capteur de puissance, et bien là, vous allez carburer plus facilement aux lipides et laisser un petit peu tranquille les glucides, parce que naturellement, l'hormone, la progestérone, permet de libérer facilement ces lipides. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et c'est un avantage pour vous, mesdames, par rapport à nous, hommes, qui avons des hormones qui ont plutôt tendance à libérer très facilement les sucres et à nous mettre un petit peu les lipides de côté. On est vraiment obligé d'apprendre à notre organisme, à nos muscles, à utiliser ces lipides pour des efforts de longue durée. Et bien chez vous, ça se fait très naturellement. Autant on sait que votre VO2 max, votre consommation maximale d'oxygène en restant en endurance, est inférieure à celle des hommes. Par contre, hormonalement, vous avez cette facilité pour les sports d'endurance avec cette hormone, la progestérone, qui permet de libérer les lipides. Et si votre entraînement est bien construit, vos muscles vont être capables d'utiliser intelligemment ces lipides pour durer longtemps. Et ça, c'est particulièrement intéressant en triathlon, bien sûr en cyclisme, en trail, en course sur route, parce qu'on a des efforts. Alors, on va mettre peut-être en triathlon de côté les XS et les triathlons sprint, les S, mais à partir d'une distance olympique, d'un M, d'un half, d'un Ironman, eh bien cette utilisation des lipides est particulièrement intéressante pour durer longtemps. Plus une épreuve durera longtemps, plus vous serez dans la facilité. Là, cette année, nous n'avons pas eu Kona, nous n'avons pas eu les championnats du monde Ironman, mais moi je me souviens encore de ces périodes où Chrissy Wellington finissait très régulièrement dans les toutes premières places au scratch, et il y a encore quelques années, Mirinda Carfrae qui revenait avec le meilleur temps sur marathon à Kona. Meilleur temps sur marathon, hommes et femmes compris. Parce que tout simplement, à partir de 7, 8, 9, 10 heures, et tout simplement, vous êtes vraiment avantagés. Autant nous, les hommes, on a peut-être un petit peu plus de muscles, mais par contre, on ne les utilise pas forcément de manière efficiente, et notamment, on n'utilise pas de manière efficiente les carburants qui vont dans ces biscottos. Vous avez peut-être un petit peu moins de muscles, vous portez peut-être ce que certaines pensent être un poids inutile, mais non, il est très très loin d'être inutile. Vos muscles sont capables d'utiliser correctement ces lipides et donc vous êtes capable de durer très longtemps, très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui demande pour vous, triathlètes, pour moi, entraîneur et mes collègues entraîneurs, ce qui demande vraiment une approche individualisée. Il va de soi qu'on ne peut pas poser, alors c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, on imagine un entraîneur de club qui a 10, 15, 20 personnes en entraînement, des hommes, des femmes, et puis parmi ces femmes, bien sûr, il ne va pas venir voir chacune d'entre elles, salut, t'as eu ton ovulation, non? T'as eu tes règles ou non? C'est un petit peu compliqué, mais si on veut s'entraîner correctement, il doit vraiment y avoir une individualisation de l'entraînement, alors au même titre que pour les hommes, mais vraiment en tenant compte de ce calendrier
qu'est votre cycle menstruel. Alors, pour ça, donc c'est soit vous gérez vous-même votre entraînement, soit vous avez un entraîneur et avec cet entraîneur, vous avez vraiment un discours de confiance, des échanges de confiance. Je ne vous cacherai pas que ce matin, tout simplement, moi, avec une triathlète traileuse, on avait une discussion autour de ce sujet-là et de comprendre pourquoi elle était un petit peu courbaturée, un petit peu fatiguée en ce moment. On a rapidement mis le doigt là où il fallait. Et donc cette approche individualisée peut aussi passer tout simplement déjà par bien marquer à quel moment j'ai mes règles, à quel moment elles se terminent, à quel moment peut-être j'arrive à savoir que j'ai mon ovulation. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai un petit peu plus chaud, mais après si vous prenez une contraception orale ou un stérilet mini dosé, c'est très simple, hein. Vous prenez la pilule, vous savez qu'au 14e jour, vous avez votre ovulation, qu'au 28e jour, c'est la dernière pilule, le lendemain, vos règles vont se déclencher. Donc c'est vrai que c'est assez simple, d'accord. Mais vous savez, tout à l'heure, je vous disais que j'entraînais donc des jeunes filles entre 16 et 20 ans. Ça peut être un petit peu compliqué parce que certaines d'entre elles ne prennent pas de contraception. Certaines d'entre elles ont leurs règles depuis relativement peu de temps, probablement à cause du sport, à cause de l'entraînement. Certaines à 16 ans, d'un seul coup, découvrent qu'elles ont des règles, qu'elles ont leurs premières règles, quand certaines jeunes filles les auront peut-être vers 11-12 ans. Et donc elles ne sont pas très régulières dans leurs règles. Et donc là, c'est vraiment noter, là j'ai eu mes règles, d'accord. On va essayer de voir s'il y a un calendrier qui se met en place un petit peu naturellement. Pour ça, donc soit vous prenez un agenda et vous notez, d'accord, ça peut être relativement simple. Après, il y a des applications. Alors soit pareil, vous pouvez utiliser, moi j'ai un iPhone, l'agenda d'iPhone, boum, voilà, tel jour, j'ai mes règles. Comme ça, c'est noté. Et derrière, vous déroulez un petit peu. Vous pouvez presque même prédire à l'avance et vous mettre des alarmes. D'accord. Que le 14e jour, ovulation. Vous avez la petite alarme qui apparaît au bout de 14 jours et ainsi de suite. Ça vous permet à vous de savoir ce que vous pouvez mettre à l'entraînement, ce que vous ne pouvez pas mettre. Et après, donc, comme je vous le disais, il y a des applications comme Blue. Il y a une application que moi-même j'ai sur mon iPhone qui s'appelle Fitter. F-I-T-R, Fitter Woman, qui a été créée par Georgie Brunel. Qui est une coureuse de fond, mais qui est aussi une doctorante en physiologie et qui a créé cette application parce que déjà, elle, ça l'a aidé pour structurer son entraînement. C'est une très, très bonne coureuse de fond, demi-fond. Et puis, elle a été notamment sollicitée par l'équipe américaine de football pour aider le staff à gérer le cycle menstruel de la vingtaine de joueuses qui étaient là en équipe des USA de football. Et savoir que peut-être elle, là, il va peut-être falloir faire attention, c'est son jour d'ovulation, il va peut-être faire attention sur ce qu'on lui met à l'entraînement, qu'elle se fasse pas mal à un genou ou à une cheville, que elle, on va peut-être pouvoir lui proposer une petite séance de musculation et puis une séance d'intervalle training le lendemain, mais que l'autre, ça fait 4-5 jours qu'elle a eu son ovulation, on va peut-être lui mettre juste un footing. Ça a permis ainsi d'individualiser dans une équipe de sport co, d'individualiser l'approche. Ça s'appelle Fitter, F-I-T-R, Woman. D'accord. Et donc, comme ça, vous pouvez, là aussi, c'est un calendrier sur lequel vous pouvez mettre, là, j'ai eu mes règles. Ça va vous dire, là aussi, une petite alarme. Là, normalement, c'est ton jour d'ovulation. Alors, par contre, c'est une application qui est anglo-saxonne. Je ne pense pas qu'elle ait été traduite en français depuis, mais c'est assez simple à comprendre. Et en plus, cette application vous propose des petits conseils d'alimentation, du point de vue de l'alimentation, des petits conseils d'entraînement qui se rapprochent de ce dont on vient de parler. Et c'est particulièrement intéressant. Moi, je vous dis, je le laisse sur mon iPhone parce que ça me permet de temps en temps, lorsque je suis un petit peu plus une sportive, de pouvoir configurer l'application de mon iPhone sur son rythme à elle et d'avoir ces petites alarmes, notamment lorsqu'on approche d'une compétition importante, un championnat de France, une compétition internationale, et de savoir un petit peu où on en est. Et moi, sans forcément interroger la sportive, ce qui des fois peut être un petit peu gênant, de moi-même adapter la séance d'entraînement. Et des fois, les sportives ne se rendent même pas compte que si je ne leur explique pas, elles se rendent à peine compte que là, elles ont fait un petit bloc de 15 jours qui a ressemblé à quelque chose d'un petit peu brutal, un petit peu bourrin, parce que c'était la première phase de leur cycle menstruel. Et que là, moi, je sais qu'elles ont eu leur ovulation et qu'on passe sur quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, il faut imaginer, en fin de compte, pour schématiser, à l'échelle de votre cycle menstruel, qu'au début de votre cycle, vous mettez des choses assez intenses, violentes, et plus ça va aller, plus l'intensité va descendre en approchant des règles, pour venir sur des efforts d'endurance, voire même jusqu'à arriver au moment des règles, où vous allez être vraiment sur une période de récupération
ou passive si vous avez des règles qui sont un petit peu douloureuses, un petit peu abondantes. Et je peux comprendre que nager, rouler avec un cuissard, c'est peut-être un petit peu compliqué pour votre hygiène intime. Si vous utilisez un tampon, je peux comprendre. On m'a expliqué à la maison que rouler en bec de sel avec un tampon, c'était pas du tout adapté, et que justement à ce moment-là, bah, on arrête. C'est pas grave. 24, 48 heures, 4 jours, tranquille. On récupère. Il y a plein d'autres choses à faire autour de ce moment-là. Pareil, quelque chose de tout bête que là aussi à la maison m'a fait remarquer. Est-ce que caler une grosse séance de gainage la veille ou l'avant-veille des règles est une grande idée? A priori, c'est pas une grande idée. À contracter les abdominaux profonds, à contracter donc votre appareil génital, c'est pas forcément une bonne idée au point des fois de déclencher des règles 24 heures à l'avance. Pensez-y, si vous faites un petit peu de PPG, c'est pas forcément la plus grande des idées. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est complexe, un sujet alors qui est passionnant. Moi en tant qu'entraîneur, je m'éclate parce qu'on peut vraiment structurer l'entraînement et avoir des progressions qui sont bien plus importantes que chez les hommes. Parce que tout simplement, chez les hommes, moi entraîneur, et l'athlète ne sait pas gérer, n'a pas d'indice pour gérer son cycle hormonal et savoir à quel moment on peut peut-être poser une séance, un peu plus de séances d'intensité, un petit peu plus de séances d'endurance. J'espère qu'un jour on aura peut-être un petit outil qui nous permettra, un petit outil technologique qui nous permettra d'avoir un petit peu cette même photographie hormonale chez l'homme. Ça permettra de vraiment structurer à ce niveau-là l'entraînement. Et c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et si cet entraînement est bien structuré, vous verrez que vos troubles prémenstruels seront un petit peu plus cool, un petit peu moins de fatigue, un petit peu moins mal au bide, un petit peu moins mal au crâne, un petit peu moins d'irritabilité, je vais y arriver. Et potentiellement, vous allez aussi vous protéger pour poursuivre, continuer à avoir vos cycles et notamment vos règles, même si elles ne sont pas très abondantes, mais continuez à avoir des règles. D'accord? L'aménorrhée, sur le coup, ça peut franchement vous arranger, je veux bien le croire, mais c'est vraiment pas quelque chose à rechercher. Vous savez, c'est comme, j'ai envie de dire, je ferai un parallèle avec les courbatures. Souvent on me dit, ah ouais, mais j'ai pas de courbatures, je me suis pas assez entraîné. Oui, mais trop de courbatures, c'est gênant. D'accord? Donc plus de règles, c'est gênant aussi. Un petit peu de courbatures, ok, mais avoir des règles, c'est important. Je suis désolé, je viens de voir un commentaire de Daphné qui dit que c'est la première fois qu'elle entend que les règles c'est génial. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Et puis je me permettrai pas de le dire étant un homme. Mais protégez-vous à ce niveau-là parce que alors peut-être que vous n'aurez jamais de désir de maternité. Mais comme je vous l'ai expliqué, au-delà du désir de maternité que vous pourriez franchement entraver, vous vous rendez compte quand même que du point de vue hormonal, si on détraque tout, si on fait trop et n'importe quand, n'importe comment, c'est même le fonctionnement général de l'organisme qu'on détraque, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, pas d'œstrogène, pas de progestérone, et ben, il y a une implication quand même du point de vue énergétique pour l'effort qu'on va fournir à l'entraînement, que vous allez fournir en compétition. Donc c'est vraiment important à garder en tête. Il faut savoir que malheureusement, les entraîneurs, on est très mal formés à ça. On est extrêmement mal formés. Alors déjà, ouais, il y a le côté peut-être un petit peu gênant parce que ça rentre vraiment dans la sphère du privé. Hein. Mais en plus, alors peut-être qu'entre femmes, c'est un sujet plus facile à aborder, mais malheureusement, mesdames, vous n'êtes pas assez nombreuses en tant qu'entraîneurs. Et si vous étiez peut-être plus nombreux, ça permettrait justement de délier un petit peu les langues et de mettre ça en place correctement. Mais en plus, tout simplement, dans les formations d'entraîneurs, on est très très mal formé à ce niveau-là. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas en passant mes diplômes d'entraîneur que j'ai appris comment vous fonctionniez, alors que j'ai quand même passé 5 ans à l'université. Hein. C'est en discutant avec ma femme, avec des médecins, des gynécologues, avec d'autres entraîneurs, dont un entraîneur particulièrement connu dans le monde de la natation qui est Philippe Lucas, qui entraîne lui aussi un gros pôle de femmes, qui m'a expliqué un petit peu comment il fonctionnait, et ce sont toujours des échanges particulièrement intéressants. Mais encore une fois, on est très mal formé. C'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne sait pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Et on imagine
un Ironman de Nice sous 35 degrés le jour de ton ovulation, euh, c'est problématique. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi un petit truc déclencheur de se dire, euh, ok, bon, bah, pas de bol, c'est le 14e jour, boum, c'est Nice, c'est Kona, où il fait très chaud, très humide. Bah, ça doit mettre. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas performante, hein, Daphné. Par contre, une petite alarme qui clignote, qui te dit refroidis-toi régulièrement. Si tu as chaud, hydrate-toi régulièrement. Déjà qu'on doit le faire naturellement, mais là, ça doit être encore plus important pour ta performance. Parce que faut imaginer que sur 100 calories qu'on brûle dans nos biscottos, il y en a 75 de calories qui ne partent qu'en chaleur et 25% pour du mouvement. Donc on a ce petit souci déjà, donc, parce qu'on a, comment dire, on ne fonctionne pas très bien, l'être humain ne fonctionne pas très bien, hein, déjà dans le chaud. Hein. Donc on produit beaucoup de chaleur pour brûler des calories et contracter nos muscles. Pas de bol, il y a l'ovulation qui s'ajoute par-dessus, et pas de bol, je fais une compétition dans un environnement chaud. Bah, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas performante, mais tout simplement une petite alarme, un petit warning, refroidis-toi, choisis probablement des fringues, un casque vélo plus aéré que ce que tu aurais pu penser. Ça, c'était un peu une des questions qui m'avait été posée lors du précédent live, précédent Ask the Coach, où on m'avait dit, écoute, qu'est-ce que tu penses des casques aéros? Moi, ce que j'ai dit, casques aéros, sur des parcours roulants, super important, mais attention aux ouvertures, il y a des casques qui sont vraiment pas aérés, donc on est vraiment dans une cocotte minute. Ce problème, c'est qu'à la base du crâne ici, on a tout le centre qui gère et le chaud et le froid, et si ça a trop chaud ici, ça disjoncte, et on fait un coup de chaud. Donc c'est un warning qui va te dire hydrate-toi bien, refroidis-toi bien, d'accord? Et utilise aussi des équipements qui vont te permettre d'éviter d'avoir trop chaud. La trifonction noire alors qu'il fait 30 degrés, on va peut-être éviter. On va peut-être plutôt basculer sur une tenue blanche. Et là, bah, je reviens un peu à quelque chose qui est très personnel. Ma femme qui a fait du triathlon pendant 7-8 ans, et plutôt à un niveau intéressant, on avait des tenues de différentes couleurs selon la météo. Alors pas selon sa date d'ovulation, mais selon la météo tout simplement. Des épreuves de début de saison avec une trifonction noire, parce que bon, on craignait pas trop de chaud. Et puis pour aller faire Nice ou pour aller faire des épreuves, notamment elle a couru à Las Vegas, le championnat du monde Alpha Ironman. Las Vegas, le désert du Nevada, il fait particulièrement chaud. Tenue blanche. Justement, ménopause dit un peu effondrement du fonctionnement hormonal. Et alors il y a d'autres hormones qui prennent le relais, notamment pour l'utilisation des nutriments, ce qui fait qu'on peut continuer à être performante au-delà de 45-50 ans. Mais malgré tout, faut faire attention à cet effondrement hormonal parce que notamment du point de vue hormonal, donc je vous ai expliqué, donc ça gère tout le fonctionnement de l'appareil génital, le fonctionnement énergétique, mais les hormones impactent aussi le capital osseux et notamment chez la femme. Là aussi, trop d'aménorrhée, trop d'entraînement violent, eh bien, peut générer une ostéoporose précoce. C'est-à-dire qu'on se retrouve très rapidement, trop tôt, avec un capital osseux, une densité osseuse très faible. Pourquoi? Parce qu'on a trop tiré sur son organisme dans ses jeunes années. On arrive à 40 ans peut-être avec une ossature, un squelette d'une femme de 60 ans. Donc c'est important aussi quand même d'en tenir compte. Bah, je propose presque quasiment. Alors, on n'a plus ce phénomène, on a beaucoup moins de variations hormonales. On vient quasiment presque sur le fonctionnement masculin où on n'a plus vraiment, de marqueurs, d'indices qui dit que bah, là on est à tel endroit du cycle hormonal. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais par exemple, le phénomène de bouffée de chaleur chez la femme ménopausée est une réalité, c'est une augmentation de la température corporelle. Ben, ça vaut le coup, notamment là, d'avoir là aussi des petits warnings, notamment lorsqu'on fait des séances un petit peu violentes et ou dans des conditions atmosphériques un peu chaudes. Lorsqu'on est dans une période où on a régulièrement des bouffées de chaleur, ben, soit on va faire ces séances à un moment de la journée où il fait un petit peu plus frais, soit au lieu de faire une séance d'intervalle training, on va peut-être basculer uniquement sur de l'endurance. Mais après, au moment de la ménopause, alors, je t'avouerai, Daphné, que c'est pas quelque chose que j'ai eu à étudier pour le moment, sur lequel je me suis penché, mais je pense qu'on va se rapprocher beaucoup plus d'un entraînement rythmé, un peu comme les hommes, où peut-être qu'on se prendra un petit peu moins la tête en se disant, ouais, première partie de mon bloc,
je vais mettre un petit peu plus d'intervalle training. Deuxième partie, un petit peu plus d'endurance. Par contre, ce que je conseille, même pour une femme ménopausée, c'est presque de conserver ce rythme de 28 jours d'entraînement, d'accord, ou 3 semaines d'entraînement, 21 jours, une semaine de récupération. Intégrer ça dans sa planification à l'échelle de l'année, à l'échelle de la saison, et voire même une carrière, ça évite de basculer trop rapidement dans le surentraînement et de ne pas arriver en forme le jour J. Je pense que malheureusement, quand on s'entraîne à un niveau un petit peu élevé, à haut niveau, l'aménorrhée arrive malheureusement chez certaines femmes de manière inévitable. Dans les suivis que j'ai à faire ou que j'ai eu à faire, je ne sais pas vraiment ce que j'aurais pu changer. Parce qu'il y a quand même un moment, moi j'apporte de l'entraînement, mais il y a un moment, il y a des choses qui se passent dans le corps de l'athlète qu'on ne maîtrise pas forcément. J'ai eu des athlètes avec, dans tous les cas, un fonctionnement hormonal très bas sur les hormones sexuelles. Et je ne sais pas si, enfin comment dire, avec une volonté de pratique à haut niveau, avec une recherche de performance, et d'un autre côté, cette volonté d'éviter absolument l'aménorrhée, potentiellement, ces sportives-là, ben, il faut faire un choix à un moment, quoi. Il faut faire un choix. D'accord, tu veux la performance, ok, mais on sait ce que ça va engendrer. On dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc c'est avec ces sportifs qui ont un fonctionnement hormonal, notamment sur les hormones sexuelles, relativement faiblard, probablement on n'échappera pas à l'aménorrhée. Par contre, ça incite à avoir des périodes dans la saison où l'entraînement va être extrêmement cool et une vraie intersaison sur laquelle on ne fait quasiment rien, on fait vraiment des efforts très cool. Enfin, je sais pas, on imagine une triathlète qui va faire de la randonnée, qui va faire du paddle, qui va faire s'entretenir un petit peu physiquement, en musculation, mais ça n'irait pas plus loin que ça pour essayer de pas trop taper sur le côté hormonal et que ça revienne avant qu'on reprenne l'entraînement. Après, bien sûr, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, enfin je dis des jeunes femmes, des femmes, de manière générale, sur lesquelles, du point de vue hormonal, c'est dans des taux normaux. Et là, par contre, bien sûr, en faisant attention à l'alimentation, attention à l'hydratation et en étageant bien les entraînements à l'intérieur du cycle menstruel, les règles, on arrive à les maintenir. On arrive à les maintenir. En casant les intervalles training au bon moment, les séances d'endurance au bon moment, en faisant attention à ne pas trop restreindre, avec cette volonté absolue de restreindre l'apport alimentaire parce que je veux m'alléger, si ça, on l'élimine, on entretient vraiment le fonctionnement hormonal et les aménorrhées sont quand même un petit peu plus rares. Je pense qu'aujourd'hui, si on structure correctement l'entraînement, les aménorrhées, alors on aura peut-être des règles peu abondantes, mais je pense que les aménorrhées pourraient quasiment disparaître chez ces femmes-là. Entrer en aménorrhée, sur une période d'aménorrhée, c'est à mon sens que déjà, donc, comme je l'expliquais, l'entraînement n'est pas forcément bien structuré en amont, qu'il y a probablement, je vais y arriver, probablement un travail à faire du point de vue alimentaire et il y a probablement déjà une entrée peu à peu dans du surentraînement. Chez certaines femmes, et je pense chez la majorité, si on rentre en aménorrhée, on peut probablement venir trouver d'autres indices qu'on retrouve chez tous les sportifs, tous sexes confondus, des indices de surentraînement. C'est-à-dire j'ai un petit peu moins faim, j'ai du mal à m'endormir, mais par contre quand je dors, derrière je suis une souche, on n'arrive pas à me réveiller. Je suis un petit peu irritable, d'accord, tout simplement parce que je suis fatigué. Et puis en même temps, bah, j'ai des sales sensations musculaires, je récupère pas bien. Donc je pense que si une jeune sportive est en aménorrhée, il va falloir dans tous les cas déjà calmer un petit peu l'entraînement. Alors bien sûr, il y a des périodes de la saison où c'est plus facile de faire que d'autres. Si on rentre en pleine saison de compétition, que faire? Que faire? Là aussi, c'est un choix à faire. C'est pas à l'entraîneur de le dicter, c'est à vous, sportifs, de savoir quelle va être votre priorité. Lorsqu'on arrive hors saison, ça vaut peut-être le coup de dire bah, pendant un mois et demi, je fais rien. Encore une fois, je m'entretiens très légèrement. Je fais pas d'intensité. Rien qui pourrait tirer sur le côté hormonal de manière trop intense. Et donc tenter de récupérer des règles.